Forêt équatoriale de Guyane française, au nord de l'Amérique du Sud. Dans ce milieu où la diversité animale est l'une des plus riches au monde, vivent les chasseuses les plus implacables, les araignées. Les toiles de soie qu'elles fabriquent sont les plus redoutables des pièges. Ici, tout est affaire de vibrations dans le réseau. La méthode la plus répandue est la suivante. Immobile au centre de sa toile, la prédatrice attend, prête à s'élancer. Au moindre tremblement saccadé, la géométrie de la toile l'avertit immédiatement de la direction à prendre. Ensuite, les crochets venimeux entrent en action. Mais cette technique de chasse a une terrible conséquence. Elle oblige les araignées à vivre seules. Deux chasseuses sont incapables de cohabiter sur une même toile, car au moindre mouvement de l'une d'elles, l'autre la considérera immédiatement comme une proie. La solitude est donc leur destin, au point que la plupart d'entre elles ne supportent leur mâle, même ridiculement petit, que lorsqu'ils viennent s'accoupler. Et pourtant, au cœur de la forêt de Guyane, une araignée fait exception à cette règle. Une araignée très sociale, du nom d'Alenosimus eximius. Ces toiles, parmi les plus grandes au monde, épousent la forme de la végétation sans qu'aucune structure géométrique propre ne soit visible. Ici, plus question de solitude, elles sont des centaines, parfois des milliers à cohabiter. Chassent-elles en commun? Partagent-elles la nourriture? Comment parviennent-elles à survivre dans ce fouillis de soie rempli par les vibrations de leurs congénères? Autant de questions qui ont poussé Bertrand Kraft, pionnier dans l'étude de ces colonies de prédatrices, à effectuer depuis 20 ans plus de 16 missions en forêt guyanaise. Professeur à l'université de Nancy, il traque inlassablement leurs secrets. Comme celui de l'incroyable danse synchronisée qu'elles effectuent lorsqu'elles chassent en groupe. Pour repérer les nids d'araignées sociales, la rosée du petit matin est la meilleure alliée du professeur Kraft. Leur soie étant très fine, elle est invisible à distance dès après l'arrivée du soleil. Les araignées sociales aiment positionner leur nid au sommet des arbres ou en lisière de forêt. Bertrand effectue ses repérages en compagnie de son épouse. Eh ben, c'est pas mal. La colonie est effectivement de belle taille puisqu'elle mesure près de 20 mètres de longueur pour 10 mètres de haut. Première opération, le comptage des niches qui composent la colonie. C'est à l'intérieur de ces niches que les araignées passent le plus clair de leur temps. 12, 13, 14, 15. 15. La base des niches est constituée d'une nappe de soie dense, appelée nappe de chasse. C'est là qu'atterrissent les proies les plus lourdes. Chaque nappe est surmontée d'un fouillis inextricable de soie qui monte d'autant plus haut que les araignées sont nombreuses et que la végétation le permet. Pour les insectes volants, ce réseau en 3 dimensions est un piège redoutable. En dehors des périodes d'activité, les araignées sociales se réfugient sous les feuilles des niches qui leur servent le cas échéant de parasol ou de parapluie. Le plus troublant est certainement la tolérance qui règne entre les individus.
le contact physique lui-même ne provoque pas la moindre agressivité. Cette tolérance, difficile à imaginer chez une araignée, n'est pas une affaire d'âge ou de sexe. Ici, les petits comme les grands se côtoient à longueur de journée. Les plus grosses femelles mesurent 15 mm de long, pattes comprises. La vue n'est pas le point fort des araignées sociales. Leur tête porte 8 yeux, mais ils servent principalement à s'orienter par rapport à la lumière ambiante. Les vibrations de la soie et la sensibilité physique et chimique des poils qu'elles ont sur tout le corps sont de bien meilleurs organes de connaissance du milieu extérieur. Aucune araignée ne se déplace sans dérouler en permanence depuis son abdomen une soie sèche, fine et résistante. Les mâles, 10 fois moins nombreux que les femelles, sont en moyenne 2 fois plus petits qu'elles. Ils s'en distinguent aussi par le développement d'un appendice de la bouche appelé pédipalpe, qu'ils utilisent comme réserve de sperme. Renflés en gants de boxe, les pédipalpes sont introduits dans l'orifice génital de la femelle lors de l'accouplement. Pour effectuer les observations à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, Bertrand déplace un nid vers une lisière plus proche de son laboratoire. Dès qu'une niche est remuée violemment, les araignées sociales ont le réflexe de se jeter par-dessus bord pour remonter quand le calme est revenu. Ouais, ça commence à descendre. Pour Bertrand, c'est l'affaire de quelques piqûres. Le venin est puissant, mais les quantités injectées restent très faibles. Tu passes par là derrière. Pour récupérer les araignées plongeuses, la technique consiste à positionner une bâche de plastique sous le nid. Une pluie d'araignées. In fine, la niche est réduite à une poignée d'individus qui vont connaître leur toute première expérience en captivité. Voilà. La conquête du nouvel arbuste s'effectue d'abord timidement. Mais dès la tombée de la nuit, les araignées s'enhardissent. Premier travail, construction d'une toile collective. Sans elle, les araignées sont à la merci des fourmis et sont incapables d'attraper la moindre nourriture. À quelques mètres de là, une femelle mygale matoutou sort de sa logette de feuilles et se positionne pour la chasse. Comme la plupart des mygales, la matoutou chasse à l'affût, sans toile de soie. Mais sa grosse taille, jusqu'à 10 cm pattes comprises, et ses puissants crochets à venin, lui permettent des prises spectaculaires. Quelques heures seulement après leur déménagement, les araignées sociales ont déjà tissé un réseau de soie fonctionnel. Il n'est pas encore très solide, mais leur permet dans le courant de la nuit de capturer un criquet.
et un petit papillon. Assez mal à l'aise sur le sol de la forêt, un jeune mâle matoutou se déplace dans une direction bien précise. En fait, il va rendre visite à une femelle qui habite au cœur d'un jeune plant d'ananas. Les matoutous vivent d'ordinaire dans les arbres et sont d'agiles grimpeurs. Mais les feuilles d'ananas sont particulièrement glissantes. Arrivé au sommet, au prix de grands efforts, aucune femelle en vue. Et pour cause, le mâle s'est trompé d'ananas. Le prétendant n'a pas d'autre solution que d'entamer une périlleuse descente. Le premier contact avec la belle n'est pas très engageant. Elle ne semble pas être dans les meilleures dispositions. Mais comme elle n'a pas été agressive, le mâle force sa chance. Prudemment, il tente une nouvelle approche à l'intérieur du nid. Dans l'intimité, il tapote gentiment la femelle avec ses pédipalpes pour tenter de l'amadouer. Mais rien n'y fait. Le mâle abandonne la partie. La prochaine rencontre, peut-être, sera la bonne. Avant l'arrivée des Européens en Guyane et la construction de routes et de pistes, les rivières étaient les principales zones d'ouverture de la forêt. On y trouve de nombreuses colonies d'araignées sociales. Le premier nid rencontré est d'assez petite taille. Bertrand décide de l'examiner pour déterminer la densité des araignées qui l'habitent. Wow, il y a un monde fou là-dedans. Ouh, là-bas, il y a plein de jeunes sous les feuilles. Là. Plein. Il y a du monde. Malgré sa petite taille, le nid est en excellente santé. La reproduction bat son plein et de nombreux cocons sont visibles sous les feuilles. Au moment de la ponte, chaque femelle tisse un cocon de soie. La mère le protège pendant quelques jours, puis l'abandonne. Une autre femelle peut éventuellement prendre le relais, pour le mettre à l'ombre ou le protéger de la pluie, par exemple. Chaque cocon renferme une trentaine d'œufs, mesurant moins d'1 millimètre de diamètre. Les œufs éclosent à l'intérieur du cocon. Les jeunes araignées attendront d'avoir des ébauches de crochets avant de percer l'enveloppe de soie et de voir le monde extérieur. Pendant quelques jours, les petits restent prostrés à l'abri des feuilles et ne participent pas aux activités de la colonie.
attends, je retiens. Non, je retiens. Soudain, Bertrand fait une observation inattendue. Je vais prendre là. Ça. Et voilà. Comme quoi, ça capture même les crabes. Une telle capture n'est possible que grâce à la chasse collective. Mais ici, le combat est rude, car même empêtré dans la soie, le crabe est difficile à mordre et pince toute araignée qui passe à sa portée. Les araignées sociales de Guyane appartiennent à la même famille que les veuves noires. Leur venin paralysant est particulièrement puissant. Mais ici, il ne peut pénétrer qu'au niveau des articulations. Chaque capture coûte la vie aux araignées qui n'ont pas su éviter les redoutables pinces. La défunte, morte au combat, reçoit les funérailles pour le moins originales. Rapidement entourée de consoeurs, elle n'est plus reconnue comme membre de la colonie. Transportée sous une feuille comme une vulgaire proie, elle sera mangée avant d'être jetée par-dessus bord. Une fois l'immobilisation terminée, la dégustation peut commencer. Mais les voies d'accès aux parties comestibles ne sont pas généreuses. Conséquence, la proie est rapidement abandonnée. Le réservoir de protéines va bientôt trouver d'autres acquéreurs. Des fourmis s'emparent du butin sans grande difficulté. Leur petite taille leur permet d'attaquer tous les recoins du crabe. À coups de mandibule, quelques extrémités sont même découpées pour être rapportées au nid. Quelques araignées sociales, attirées par les vibrations de la toile, tentent d'intervenir. Mais les fourmis sont trop petites pour être mordues, et leurs contre-attaques sont douloureuses. Capturé par les araignées, le crabe livrera la majorité de sa chair à la colonie de fourmis. Pour les besoins de la recherche scientifique, Bertrand Kraft se transforme volontiers en cinéaste. Il veut capturer l'image de la danse saccadée des araignées sociales en chasse. Bertrand a longtemps cherché à imiter les vibrations d'une proie prise dans la toile. Il a finalement mis au point un système très performant. Il suffit de brancher une pompe à air pour aquarium pour que la magie opère. Les araignées n'y voient que du feu et prennent immédiatement la vibration produite par l'air dans la soie pour celle d'une proie. Les images sont ensuite analysées en laboratoire. La danse des araignées est décomposée image par image. Bertrand repère un groupe d'araignées bien visibles et suit scrupuleusement leurs mouvements. Chaque 25e de seconde,
il note sur un film quadrillé le déplacement ou l'immobilité de chaque individu choisi. L'étude de plusieurs dizaines de séquences montre que les déplacements sont parfaitement synchronisés et qu'ils s'opèrent en moyenne toutes les secondes. À quoi servent ces arrêts? Tout simplement à créer un silence vibratoire dans la toile. Si toutes les araignées bougeaient continuellement, la vibration provenant de la proie serait noyée dans celle produite par les prédatrices. Les arrêts simultanés permettent à la proie de vibrer en solo et aux araignées de repérer avec précision sa position sur la toile. Mais quand on connaît les araignées, une telle capacité de synchronisation dépasse toute logique scientifique. Quel est donc le secret des araignées sociales de Guyane? Fine et souple, la soie des araignées sociales résiste bien à la pluie. Les premières gouttes, qui font vibrer la soie comme des impacts de proie butant dans la toile, créent une étrange confusion. Vers 17h30, une demi-heure avant la tombée de la nuit, l'ensemble de la colonie se met à tisser. Il s'agit de renforcer les constructions existantes, de réparer les parties détruites par le vent ou un animal de passage, ou encore d'agrandir le nid si sa taille est trop petite par rapport au nombre d'araignées à nourrir. Plus le piège est grand, plus les chances de capture augmentent. L'ensemble de la toile mesure plusieurs dizaines de mètres cubes et pourtant, elle pèse à peine plus de 10 grammes. Mais à taille égale, la soie est plus résistante que l'acier. C'est également à la tombée de la nuit que la colonie effectue le nettoyage du nid. Les araignées descendent les débris végétaux jusqu'à la nappe de chasse, remontent jusqu'à son extrémité et les projettent dans le vide. Si les reliefs sont de grande taille, la coopération est de règle. La séance de ménage comprend également celui des squelettes des proies. Le début de la nuit, juste après le tissage, est aussi le meilleur moment pour la chasse. De nombreux insectes volants sont au maximum de leur activité. Toute rencontre avec le réseau des araignées sociales offre peu de chances de salut. Si le piège vertical ne bloque pas la proie, elle finit toujours par atterrir sur la nappe de chasse. Les chasseuses peuvent alors entrer en action. Les araignées sociales suivent toujours les mêmes règles de capture. Dans un premier temps,
elles déposent avec leur glande abdominale un jet de soie gluante sur les points d'attache de la proie sur la toile, histoire de l'empêtrer un peu plus. Dans un deuxième temps, les chasseuses mordent la proie à plusieurs reprises. Le venin est puissant, la victime rapidement immobilisée. La soie gluante est ensuite réingurgitée et les fils de soie au-dessous de la proie sont coupés un à un. La guêpe est maintenant prête pour la quatrième phase, le transport vers un abri sous feuilles, où elle pourra être dégustée en toute tranquillité. Loin de ces agapes collectives, le jeune mâle mygale Matutu tente d'accoster une autre femelle. Cette fois-ci, la réaction de la belle est plus qu'encourageante. Au lieu de fuir, elle fait face. Les pédipalpes sexuels en avant, le mâle peut enfin entreprendre le rituel amoureux des mygales. Il s'agit de retourner la femelle sur le dos. Opération réussie. La phase suivante consiste à faire pénétrer l'extrémité des pédipalpes dans la fente sexuelle ventrale de la femelle, de façon à y déposer la semence. L'accouplement vient à peine de commencer et déjà la femelle ne pense qu'à une chose, partir. Sans autre forme de procès, le couple se sépare. En tout, l'opération a duré moins de 2 minutes, préliminaire compris. Dans le nid des araignées sociales, la chasse est excellente. Mis à part les individus de toute petite taille, tout le monde est convié à la fête. Les mâles, qui pourtant participent rarement aux captures, sont également de la partie. Pas d'agressivité entre individus, simplement quelques priorités. Les grosses femelles n'ayant aucun complexe à jouer des pattes pour se faire une place à table. Soudain, un coléoptère pénètre le piège aérien. Sa carapace anguleuse et ses mouvements saccadés lui permettent de fendre le réseau de soie verticale. Qu'importe, la nappe de chasse est là pour l'accueillir. Mais l'insecte bulldozer en a décidé autrement. Percer la nappe ne lui pose aucune difficulté. Profitant de la quiétude d'une habitation voisine,
Notre jeune mâle Matoutou est cette fois-ci en quête d'une rencontre de type alimentaire. Dans ce décor de science-fiction pour une mygale, aucun extraterrestre digne de ce nom ne l'arrêtera. Car c'est bien ici que l'on rencontre une nourriture nombreuse et facile à attraper, le cafard. Juste après la capture, la Matoutou s'engage dans une étrange danse circulaire. En vérité, elle entoure sa proie d'une fine couche de soie. Pendant la saison sèche, la rosée du matin fait souvent défaut. Qu'importe, poète autant que scientifique, Bertrand Kraft a tout prévu. La rosée artificielle n'est peut-être pas aussi fine que celle du petit matin, mais elle permet de mettre en évidence à l'intérieur des nids d'araignées sociales des formations soyeuses anormales. La toile géométrique appartient à une araignée appelée argyrode, qui habite régulièrement les nids de ses consoeurs sociales. L'argyrode profite du piège gigantesque des araignées sociales qui augmente considérablement les capacités de sa propre toile. En toute impunité, elle applique alors sa propre technique de capture qui consiste à emmailloter sa proie de soie avant de la paralyser et de la manger. Mais l'argyrode ne se contente pas de rester sagement sur sa propre toile et se permet de fréquentes excursions sur celle des araignées sociales. Elle sait s'immobiliser au bon moment pour éviter les gros individus, mais se remet en route avec avidité dès que la vibration révèle la présence d'une petite araignée sociale. La première tentative est un échec. Mais tant que de grosses araignées ne passent pas à proximité, rien n'est perdu. La proie est ensuite digérée vivante par régurgitation de sucs digestifs qui la transforment en bouillie avant d'être ingérée. Les argyrodes ne sont pas les seules menaces qui pèsent sur les araignées sociales de Guyane. Régulièrement, elles reçoivent la désagréable visite des plus petits oiseaux du monde, les colibris. Ces minuscules volatiles peuvent passer des heures chaque jour à piller des filaments de soie qui servent d'éléments de cohésion dans la construction de leur propre nid. Le vol de soie n'est jamais assez important pour menacer l'intégrité d'une colonie. Le réel danger vient du goût prononcé qu'ont les colibris pour les araignées elles-mêmes. Il n'est pas rare de les observer dans de longues séances de dégustation.
Autre plaie plus sournoise cette fois, les larves de guêpes parasitoïdes. De minuscules guêpes qui pondent leurs œufs sur l'abdomen des araignées. Quand l'œuf se transforme en larve, celle-ci lui perfore la peau et aspire sa lymphe à longueur de journée. L'araignée affaiblie survit de longs jours avant de mourir d'épuisement. Pour satisfaire sa curiosité en matière de mygales, Bertrand rejoint Frank Fan, un amateur averti, pour une expédition nocturne en pleine forêt. Frank a notamment repéré des nids de la plus grosse araignée du monde, la mygale le blondie, qui vit sur le sol. Sur le chemin des nids, il tente de repérer un mâle en balade nocturne. Là, il est en train de se tailler. Ah. Le mâle est de taille impressionnante. Les plus gros spécimens jamais rencontrés dépassent 25 cm de diamètre, pattes comprises. Les mygales le blondie jouissent en Guyane d'une mauvaise réputation. Frank pense qu'elle est largement exagérée. De caractère farouche, les le blondie n'aiment pas être dérangés, mais elles n'agressent pas délibérément. Leur premier réflexe est de se gratter l'abdomen pour expédier dans l'atmosphère un nuage de poils urticants microscopiques qui provoque de désagréables démangeaisons. La posture de défense, crochée en avant, est impressionnante, mais elle ne fait que dévoiler l'état de panique de l'animal. En agitant une baguette devant la mygale, Frank parvient à la faire attaquer. Mais encore une fois, la grosse araignée n'utilise pas ses redoutables crochets et se contente de taper l'agresseur avec ses pédipalpes. Quant au venin, de toute façon, il ne serait pas mortel. Ah bah elle est là. Regarde. Ah oui, c'est chouette ça. En dehors des périodes de chasse, les mygales le blondie vivent dans des terriers mesurant une trentaine de centimètres de profondeur. Et tu peux l'attraper là? Avant d'attraper l'animal, Frank enfile des gants pour éviter le désagréable contact avec les poils urticants. Oui. Oui. C'est assez délicat parce que... Elle est sortie. Ah. Ah oui. Mais attends, il faut que je regarde ça de C'est près. un sacré calissage quand même. Ah oui, c'est des beaux crochets ça. La femelle de taille moyenne possède de puissants crochets venimeux. Elle ne se laisse pas faire. Hein. Frank s'apprête ensuite à gratter quelques poils C'est urticants. incroyable. Hein. Oui. Ces poils minuscules, munis d'un crochet de type hameçon, peuvent être dangereux s'ils touchent la cornée de l'œil. Regarde ce qui est marrant aussi. Quant aux glandes productrices de soie, elles sont chez les mygales assez peu développées. Quelques heures plus tard, alors que tout est calme au campement, la vie nocturne continue. Sur le sol, le mâle le blondie court toujours après une proie ou une femelle. À l'autre bout des arbres, une belle mygale gigasse, agressive et rapide, part à l'aventure des branches.
Sur la moustiquaire du hamac, une mygale matoutou cherche sans succès un insecte attiré par la lumière ou la nourriture des hommes. Pendant ce temps, Franck rend visite à l'une de ses grottes préférées, dans laquelle se cache un étrange cousin des araignées. Les chauves-souris sont nocturnes, elles ont quasiment déserté la grotte. En revanche, au niveau du sol, d'étranges grillons de cavernes pourvus d'immenses antennes détectrices se nourrissent de leurs crottes. Franck croise d'abord un nid de jeunes araignées Ancylomètes. Comme pour beaucoup d'espèces solitaires, les jeunes restent en groupe et se séparent après la deuxième mue. Au moindre dérangement, ils se dispersent dans la toile. Un peu plus loin, son regard est attiré par des yeux qui brillent dans le faisceau de sa lampe. À sa grande surprise, Franck découvre une femelle mygale le blondie, la plus grosse mygale du monde. Que fait-elle dans cette grotte? Mystère. Quelques minutes de recherche supplémentaires, et Franck tombe enfin sur l'une des créatures les plus étonnantes de Guyane, l'amblypyge. Son aspect est effrayant, mais l'amblypyge, en plus d'être totalement inoffensif, est particulièrement fragile. Il ne faut surtout pas l'attraper par une patte. Ce proche cousin des araignées et des scorpions présente au-dessus de sa bouche 2 crochets sans venin. Peu mobiles, ils ne sont pas dangereux. Deux appendices armés de redoutables épines sont les armes de chasse de ce gladiateur de l'ombre. Pour détecter ses proies, l'amblypyge utilise 2 autres appendices latéraux pouvant mesurer chacun jusqu'à 25 cm. Ces antennes originales sont recouvertes de cils sensibles au moindre mouvement. Dès qu'elle sent la présence d'une proie, la créature ouvre ses pattes, prête à les refermer au premier contact. Malgré son apparence infernale, l'amblypyge possède une ébauche d'instinct maternel. Les mères portent leurs petits sur leur dos pendant une dizaine de jours. Retour au laboratoire. Bertrand Kraft veut en savoir plus sur l'instinct territorial des araignées sociales. L'expérience va se dérouler dans une petite cage de verre séparée en 2 compartiments adjacents. Dans le compartiment de droite, Bertrand dépose 10 araignées sociales provenant d'un nid situé au nord de la Guyane.
10 araignées sont également lâchées dans le compartiment de gauche. Elles proviennent d'un nid situé à plus de 60 km du premier. La deuxième étape consiste à patienter quelques heures, le temps que les deux groupes tissent leur toile dans leurs loges respectives. Le scientifique passe alors à la troisième phase, retirer la frontière entre les deux colonies. Normalement, cela devrait déclencher une guerre sans merci. Mais à la grande surprise de Bertrand, il n'en est rien. Plus encore, quelques minutes plus tard, les 20 araignées tissent ensemble une toile commune. Le chercheur entame la quatrième phase de l'expérimentation. Comment les araignées vont-elles se comporter face à une proie à capturer? Vont-elles se disputer le butin ou collaborer comme si de rien n'était? Incroyable. Les deux clans sont désormais impossibles à différencier. Les araignées se comportent exactement comme si elles provenaient toutes du même nid depuis leur naissance. Pour Bertrand Kraft, rien ne permettait d'expliquer ces comportements hors du commun, jusqu'à une étude scientifique récente qui révèle que tous les individus d'une même toile sont strictement identiques. En d'autres termes, chez l'araignée Anelosimus eximius, chaque individu n'est entouré que de vrais jumeaux, de strictes copies de lui-même. Ainsi donc, ces gigantesques nids renferment de véritables armées naturelles de clones. La science-fiction n'a rien inventé.